Donc un lien direct vers le dossier en tapant ça dans la barre d'URL d'un navigateur et vous arriverez au dossier sur le serveur avec un template Illustrator. Donc c'est l'occasion d'en parler. J'aurais pu amener ça à n'importe quel autre moment parce que c'est pas en rapport direct avec ce qui va être fait là maintenant. Mais à un certain moment, c'est intéressant d'utiliser un template et vous allez voir qu'il est particulier. Et pour ceux qui veulent absolument utiliser la même image que moi, j'ai mis l'image du cochon gascon. Voilà, cochon gascon qui est là. Et on va faire le boulot ensemble. Donc dans Illustrator, le document qui est actuellement ouvert, je peux le fermer. J'en ai pas besoin. Parce qu'en fait, je vais démarrer ici d'un template. C'est-à-dire c'est un document Adobe Illustrator template, un point AIT. Et quand on ouvre un template, c'est une copie qui s'ouvre dans Illustrator. Vous allez voir, on va l'ouvrir dans Illustrator et il ne va pas porter ce nom-là dans Illustrator parce que c'est une copie qui sera faite. Un template ne peut jamais être modifié. Donc, je le prends et je l'amène sur l'icône de Illustrator ou je fais fichier ouvrir, peu importe. Voilà. Donc, comme prévu, il ne porte pas le nom du template parce que c'est une copie. C'est le principe des templates. Pour créer des templates, vous pouvez en faire vous-même dans Illustrator. C'est très simple. Vous faites un document. Vous y mettez ce que vous voulez, ce qui vous intéresse. Vous lui donnez les caractéristiques que vous voulez. Et puis, vous l'enregistrez au format Adobe Illustrator Template au lieu de Adobe Illustrator, tout simplement. Donc, ça peut être très intéressant. Vous avez vu, quand on fait fichier nouveau document dans Illustrator, on a une boîte avec plein de templates déjà de départ. Mais c'est des templates que vous n'avez pas pu faire vous-même, tout ça. Eh bien, l'idée, c'est que les templates, vous pouvez les faire vous-même dans Illustrator, donner des caractéristiques à un document Illustrator, et puis à un certain moment, il faudra... Je vous montre ça avec un nouveau document, vous ne faites pas un nouveau document, je vous montre. Il faudra faire fichier enregistré sous et demander Illustrator Template. Voilà. Donc, très intéressant, plutôt que de chaque fois que vous faites un nouveau travail dans Illustrator, devoir reconfigurer pour que ça corresponde à vos demandes, mais faites des templates de départ. Bien, alors ici. Donc, ce template contient un format. Pour voir le format, j'active l'outil plan de travail et je vois là que le format, c'est du format A4 horizontal, oui. 297 mm sur 210 mm, c'est du format A4, c'est juste le format de départ. Là, je viens de réactiver la flèche noire, donc j'étais avec l'outil plan de travail pour arriver à voir ça dans la barre contrôle, un menu fenêtre contrôle, si vous ne voyez pas la barre du dessus. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des mains. Ça sert à quoi? Eh bien, par rapport à la page A4, elles ont une taille normale de main. C'est-à-dire qu'entre le sommet du doigt ici et la ligne de pli, il y a 190 mm. Et évidemment, toutes les mains ne se ressemblent pas. Il y a des mains plus petites, il y a des mains plus grandes, d'adultes, je veux dire. Et maintenant, les mains d'enfants, c'est encore différent, évidemment. À quoi ça sert? Ben, c'est quand on crée du design dans Illustrator et quand on veut faire des autocollants, par exemple. On veut décider, mais quelle dimension je donne à mon autocollant? Eh bien, il suffira de positionner le design sur l'image de la main et on décidera, avec l'outil de transformation manuelle, voilà à quoi doit ressembler mon autocollant, voilà la taille qui convient. C'est bête, mais ça marche. Parce que si vous voyez juste les centimètres, la dimension en centimètres de l'autocollant, vous n'avez pas vraiment une idée de ce que ça donne quand on le tiendra en main. Voilà, donc la main ici, elle ne sert pas. On se la met de côté, ce n'est pas important. Palette des calques, qu'est-ce qu'on a dans la palette des calques? Menu fenêtre calque. Alors, palette des calques, il y a un fond gris qui est verrouillé. Si on enlève l'œil, on ne le voit pas. Et on voit un fond blanc à la place ici. À quoi ça sert? Ben, je vous montre. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Évidemment, ici, je vais devoir activer le calque du dessus parce que celui-ci étant verrouillé, si je le laisse activer, je ne pourrai rien dessiner dedans. Si j'essaye de faire quoi que ce soit, j'ai un sens interdit. Donc, j'active le calque du dessus. Ici, je vous montre... ben oui, vous pouvez tracer allez-y, tracer un rectangle aussi. Voilà. Donc, le rectangle que vous avez tracé, il a un
Fond blanc, est-ce qu'il a un contour noir? Parce que s'il a un contour noir, donc menu fenêtre, nuancier, voilà, s'il a un contour noir, donc casse contour à l'avant-plan quand je veux modifier le contour. Bon, ben ça c'est évident. Que le fond gris soit affiché ou pas, vous voyez où est le rectangle. Le fond gris sert à rien. Je l'affiche pour vous montrer que si votre rectangle blanc n'a pas de contour, ok, quand il n'est pas activé, ben grâce au fond gris, vous voyez qu'il est là. Donc, le fond gris, il est là pour arriver à voir quelles sont les formes qui sont blanches dans Illustrator. Parce que sans le fond gris ici, vu que le rectangle n'a plus de contour noir, ben sans le fond gris, vous ne le voyez pas. Pourtant, il est là. Hein. Il est là. Mais s'il n'est pas activé, vous ne le voyez pas. Et le blanc, c'est très important dans Illustrator parce que c'est vraiment un outil pour concevoir notamment des logos. On met des contours blancs, on s'en sert pour faire des encoches dans d'autres formes. C'est une astuce qu'on verra sans doute. Mais donc voilà l'explication sur le template ici. Bon, quoi qu'il en soit, on va maintenant aller chercher une image sur le web éventuellement et on va la télécharger. Donc allez-y. Ceci dit, dans le dossier, je vous ai déjà mis l'image du cochon gascon, mais vous êtes tout à fait autorisé à aller chercher autre chose et même incité. Donc ici, moi, j'ai fait une recherche sur sanglier. Je suis passé à la partie images. J'ai enclenché les filtres dans Bing. J'ai demandé du domaine public. Et je suis allé chercher une silhouette. Et j'ai même été expressément chercher une silhouette qui est entourée d'un décor, en fait. Hein. Voilà, ben, je vais peut-être réessayer avec celui-là. Voilà, afficher l'image. Voilà, enregistrer l'image sous. Je l'enregistre. Ah tiens, qu'est-ce qu'il est indiqué comme extension ici avec la flèche bas sur le clavier .jpeg, c'est bon. OK. Donc, on pourrait se dire, mais tiens, si c'est pour en faire un dessin, ça n'a pas d'importance. Que la photo soit sous copyright ou pas, on pourrait prendre une photo qui n'est pas du domaine public, une photo copyrightée sur laquelle il y a des droits d'auteur et l'utiliser. Ben oui, mais attention, si un juge devant un tribunal commercial arrive à démontrer que vous avez utilisé l'image sous copyright pour faire votre illustration, en superposant par exemple, eh bien, il y a un risque. Donc, ne pensez pas, comme certains, que si c'est redessiné, ben, les droits d'auteur de l'image d'origine, ça n'a pas d'importance. Non, si on arrive à prouver que vous avez utilisé l'image, c'est ennuyeux. Après, si vous utilisez l'image et puis vous appliquez la marionnette et puis vous faites plein de modifications, ok, là, peut-être que ça deviendra plus difficile de voir que vous avez utilisé l'image, qui est sous copyright. Ok. Donc, l'image, vous l'ouvrez dans Photoshop. Donc là, je vais aller fermer celle-ci. J'en ai plus besoin. Celle-là non plus, celle-là non plus. OK. Donc, on est dans Photoshop et on fait fichier ouvrir. On va aller chercher l'image d'une manière ou d'une autre. C'est bien celle-là? Oui, c'est celle-là. Une nouvelle que j'ai jamais utilisée. On va voir. Hein. Voilà. Touche F pour passer plein écran. Elle est vraiment pourrie, cette image. Hein, au niveau du nombre de pixels, franchement, 500 sur 340, c'est pas terrible. Hein. On est d'accord. Hein? Bon, bah, il n'est pas interdit de faire filtre, neural filters, vite fait, super zoom. Je multiplie par 3 les pixels. C'est pas terrible quand même. Par 4, parfois par 4 ou par 3, ça marche mieux. Ou par 2. Parfois, le plus élevé n'est pas le meilleur. Hein? Voilà, j'ai multiplié par 4 en largeur et hauteur les pixels et j'obtiens quelque chose d'un peu meilleur. Ça n'est quand même pas génial. Il y a 16 fois plus de pixels. Ce n'est pas obligatoire, cette étape de multiplier les pixels. Mais c'est toujours fascinant de voir comment il arrive à s'en sortir. Avant, pour faire ça dans Photoshop, il fallait vraiment y passer du temps.
pour arriver à recréer les poils. Voilà. Donc, vous avez ouvert l'image en Photoshop. Vous n'avez surtout pas, là je fais touche F pour passer plein l'écran, vous n'avez surtout pas importé l'image dans une autre. Vous n'avez pas créé une image vide Photoshop et importé dedans. Non, là c'est une ouverture. Photoshop c'est des pixels, l'image c'est des pixels, donc on ouvre. C'est quand on importe des vecteurs qu'on importe. Quand c'est des vecteurs et qu'on veut les amener dans Photoshop, on importe. Mais les pixels, on les ouvre. Non, je le dis parce que souvent, il y a une petite confusion là-dessus. Je vois souvent des gens qui, quand ils veulent ouvrir une image dans Photoshop, ils créent une image vide et puis ils l'importent. L'image du disque dur dans l'image vide, ça ne va pas. Donc, dans Photoshop, il n'y a pas de notion d'outils avancés et de pas d'outils avancés. La palette des outils, elle est tout le temps pareille. C'est dans Illustrator qu'il y a une palette minimale pour débutants. Voilà. Bon, alors, on est dans Photoshop. On va demander menu sélection sujet ou alors avec l'outil de sélection de sujet, vous survolez. Il a trouvé. OK, je vais essayer sélection sujet, on ne sait jamais. Voilà, sélection sujet. OK. L'outil de sélection de sujet, c'est quand on en a plusieurs que c'est surtout intéressant. Et voilà, on a des pointillés. Il a trouvé normalement correctement le sujet dans votre image, on est d'accord? Parfois, il se plante, parfois, il faut corriger, mais dans ce cas-ci, on va laisser comme ça. Je pense que ça va passer parce que ça va de toute façon être redessiné par IA dans Illustrator. Donc, première méthode, la sélection ici, on va la transformer en un tracé vectoriel. Pour ça, il faut aller dans la palette des tracés, menu fenêtre, tracé. Si elle est attachée à d'autres palettes, vous la détachez par son onglet. Ce sera plus facile. Et là, dans le menu de la palette tracé, vous allez demander convertir en tracé. Donc, ça ne sera accessible que lorsqu'il y a une sélection qui est active sur l'image. Donc, convertir en tracé dans le petit menu de la palette des tracés. Alors, on peut tenter une conversion 1 pixel. On va voir ce que ça donne. OK. Ah, ça a fait beaucoup trop de points. Non, ça, c'est pas acceptable. C'est pas un bon tracé vectoriel. J'annule. Commande Z. Donc, la sélection revient. Je recommence une conversion. Je vais essayer avec 2 pixels. C'est la valeur moyenne. OK, c'est beaucoup aussi. Hein. J'annule. Dans mon cas, mais peut-être pas dans le vôtre. Mais là, je vais essayer avec 4 pixels éventuellement. Voilà, 4 pixels, ça me fait un tracé normal, avec un nombre de points normal. Comment vous le savez que c'est un nombre de points normal? Il faut le savoir. Si vous êtes habitué à faire des tracés manuellement, quand vous envoyez un fait automatiquement, vous vous dites il est correct, il n'y a pas trop de points, il n'y a pas trop peu, c'est correct. Donc, je vous rappelle que moi, j'avais multiplié par 16 le nombre de pixels dans l'image. Si j'essayais ceci sur l'autre image originale, ce serait sans doute bien différent, en fait. Voilà l'image originale. Je vais recommencer le processus. Sélection, sujet, menu de la palette des tracés, convertir en tracé avec la valeur 4 pixels que j'ai utilisée juste là précédemment. Et là, c'est peut-être un peu trop lâche. J'annule. Édition annulée, commande Z. Je reconvertis en tracé. Je vais essayer avec la valeur 2. Vous voyez, c'est la précision, en fait. Voilà. C'est peut-être pas assez. J'annule. Je vais réessayer avec 1. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment du nombre de pixels qu'il y a dans votre image, en fait. Voilà. Et là, ça fait un peu trop de points, peut-être, mais ça va, ça va. D'une manière ou d'une autre, vous voyez, en tout cas, qu'on n'avait pas vraiment besoin de faire le super zoom. C'était juste une fantaisie de ma part de tester qu'est-ce que ça donne quand on améliore l'image. Mais même sur l'image d'origine, on arrive à générer un tracé avec la silhouette du sujet. Donc, là, avec la flèche noire, on s'assure que tout le tracé est sélectionné. Vous englobez. Vous commencez à tracer avec la flèche noire qui est là. Avec la flèche noire, vous englobez le sujet et donc tous les points du tracé sont sélectionnés. Bien. Parfois, il y a plusieurs portions de tracé. Il est possible que pour certains sujets, vous ayez plusieurs portions de tracé, ce n'est pas un problème. Ça marche. Ben, c'est logique. Hein.
C'est logique. Parfois, il y a des trous dans les sujets. Voilà, si vous prenez, par exemple, les images de chevaux ici, évidemment, du coup, j'en trouve pas qui... Ah si, voilà. Voilà, donc là, il est tout à fait normal, par exemple, pour cette image-là, que si vous faites la même chose sur une image comme celle-ci, il y ait des portions de tracé pour les trous entre les pattes, quoi. C'est logique, hein. Il y aura ici 3 tracés qui seront générés par Photoshop dans la vignette tracé de travail et dans la palette des tracés. Et ce n'est pas du tout un problème. OK. Donc, le tracé est sélectionné, on fait édition, copier, donc on fait un commande C, CTRL-C sur le PC. On va dans Illustrator, donc pour passer rapidement de Illustrator à Photoshop, c'est commande tabulation sur le Mac. Alt tabulation sur le PC, je pense bien, si je me souviens. Voilà. On est sur le document Illustrator et on va coller. Et là, vous pouvez choisir l'option tracé transparent. Voilà, tracé transparent, OK, le voilà. Parfois, il est super grand, c'est pas grave. Il faut le réduire à ce moment-là. Si vous avez collé et que c'est comme ça, par exemple, parce que l'image Photoshop en centimètres avait énormément... Waouh, on va y arriver. On va zoomer un peu, voilà. Voilà. Vous avez collé et c'est super grand comme ça. Bien. Bah, dans ce cas-là, d'abord, si vous avez cliqué à côté, vous ne le voyez pas parce qu'il n'a pas de couleur. Dans ce cas-là, commande Y pour le voir. Puis, on sélectionne l'objet. Ah tiens, il m'a fait un groupe ici avec un tracé transparent. Normalement, il faut sélectionner le tracé transparent. Oui, avec la flèche noire, ça devrait sélectionner correctement. Et avec l'outil de transformation, on prend une poignée du coin et la touche Shift, et voilà. Bon, il est même probable que chez vous, quand vous sélectionnez l'objet avec la flèche noire, vous voyez un cadre. Vous le voyez ou pas? Avec la flèche noire. OK, c'est parce que moi, j'ai demandé de ne pas l'afficher parce que j'aime bien voir les points, les vecteurs. Et quand je veux transformer, quand je veux le cadre, j'active l'outil ici. C'est juste une modification de Illustrator. Voilà, quoi qu'il en soit, vous avez votre silhouette et vous allez lui donner, quand elle est sélectionnée, là, une couleur de fond quand même. Case de fond, mettez-lui une couleur. Ça ne se voit pas, la couleur. Commande Y, c'est parce qu'on était en affichage sans couleur. Voilà. Oui, donc dans ton cas, dans la palette des calques, il a fait 2 objets tracés transparents. Il faudrait arriver à sélectionner celui qui est censé faire le trou et lui donner éventuellement une couleur blanche. Voilà, ça devrait marcher. Ou alors, c'est un peu compliqué. Hein. Oui, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Fait. Il faudrait qu'on fasse un test avec un objet à trou pour que tout le monde voit comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez votre objet sélectionné. Alors, on va enregistrer le fichier Illustrator, fichier enregistré sous, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore... il n'est pas encore enregistré. Donc, l'objet est sélectionné avec la flèche noire. Vous avez la barre la barre contextuelle qui est là, où il est indiqué remplissage génératif de la forme. Donc, on peut aussi la voir par le menu objet, remplissage génératif de la forme, c'est la même chose. Voilà, vous y allez. Et là, vous décidez du degré de détail que vous voulez. Bon, je vais faire le maximum ici. Alors, précision de la forme, je ne vous conseille pas. Si vous diminuez la précision de la forme, il risque de vous faire, dans mon cas, un sanglier, mais qui va regarder peut-être vers la gauche au lieu de regarder vers la droite. Ça ne va pas tenir trop compte de la forme d'origine. Donc là, je laisse précision de la forme en élevé et je demande un maximum de détails dans un premier temps. Référence stylistique, on fait bien attention, il vaut mieux que ce ne soit pas... Ouh, là, c'est
c'est ennuyeux ça. Si on n'enlève pas ceci, il va faire une vectorisation, il va générer quelque chose de gris parce qu'il pense que pour que ça s'intègre bien dans le document, il faut qu'il fasse du gris parce qu'il y a un grand rectangle gris dans le document, le fond gris. Donc là, il faut se méfier. Référence stylistique, pour l'instant, je la décoche. Plus tard, on verra que c'est très intéressant. Ça vous permet de générer des vecteurs sur base dans le genre 2. Vous avez une illustration et ça vous plaît le design de l'illustration, eh bien vous pouvez générer des illustrations dans ce genre-là. Normalement, c'est une illustration que vous avez faite ou une illustration d'un artiste qui est dans le domaine public parce que ça date d'il y a longtemps. Prendre un travail d'un artiste actuel ou qui est toujours sous copyright, qui a toujours des ayants droit et demander de faire dans le genre, c'est un peu limite. Mais on testera. Vous verrez, ça c'est la référence stylistique. Bien, alors ici, qu'est-ce que je vais lui indiquer? Je lui ai indiqué que je veux un sanglier, et moi, vous indiquez ce que vous avez pris. Générer. Voilà. Je vais dupliquer le sanglier une fois, deux fois. Celui du milieu, ça va être l'affichage de la génération du milieu. Celui de droite, ça va être l'affichage de la génération de droite. Voilà. Et au niveau de la silhouette, c'est exactement la silhouette qu'on lui a demandé. Le cadre, avec l'outil transformation, avec l'outil plan de travail, je peux éventuellement agrandir le cadre parce qu'il rentre dans mon illustration. Voilà, c'est pas un problème d'agrandir le cadre avec l'outil plan de travail. Voilà, derrière le premier, vous avez toujours la forme d'origine qui est là, en fait. C'est comme ça que ça marche. La forme d'origine reste et il vous a généré un objet avec 3 versions et j'ai dupliqué 2 fois et j'ai été choisir dans le panneau propriété quelle version chaque fois s'affiche. Et c'est là que vous avez la possibilité de faire un feedback à Adobe pour lui dire que vous êtes content ou pas, que c'est de mauvaise qualité. Comme ça, ça améliore leur IA. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Mais c'est à ça que ça sert. OK, alors, je duplique la première ici, par exemple. Avec la touche Alt, je déplace. Flèche noire, touche Alt. OK. Dans le panneau propriété, je peux aller ici, sur la roue, décider que je vais tester des tailles minimum cette fois-ci. Ou peut-être pas presque minimum, voilà. Et là, je clique sur générer et c'est toujours un sanglier qu'il me génère, évidemment. Voilà. Je duplique avec la flèche noire et la touche Alt. J'indique que sur celui du milieu, j'affiche celui du milieu. Sur celui de droite, j'affiche celui de droite. Voilà mes 3 versions qui sont là, de presque minimal. Ah oui, puis il y a celui d'origine qui est là derrière, mais qui ne sert pas. OK. Bon, je recommence pour ceux qui auraient loupé. Je vais démarrer par exemple de... celui-là. Voyons, essayons ça. Je lui demande la roue ici. Et je définis le niveau de précision. Ah, tiens, je vais m'amuser, je vais regarder ce qui se passe quand j'indique que je veux un facochère, par exemple. Je crois que ça s'écrit comme ça. Un Pumba, là. Comment c'est Pumba qu'il s'appelle dans Le Roi Lion? Oui. Ah. Voilà, donc générer.
En principe, c'est un look un peu différent, quoi. Ouais. Ouais. OK, je duplique une fois, deux fois, voilà. Et voilà, maintenant, par rapport au sanglier, on voit clairement que c'est maintenant un phacochère. Je pense, hein. Ça paraît évident. OK, soyons fous, je vais lui demander à Capybara. Générer. En principe, il va faire un capybara qui a le même positionnement de corps. Peut-être qu'il va être trop fidèle à la silhouette et que le museau de capybara va être foireux, il va être en forme de museau de phacochère. Ça, c'est tout à fait... Ah, non, il a tourné la tête du capybara. Amusant. Pour que ça ressemble quand même à un capybara, il a rempli la forme, en fait. OK, bon. Quand même complètement foireux parce que ça ne correspond pas à la forme d'un capybara. Un peu foireux quand même. OK, amusant quand même. Allez, je vais enregistrer ça. OK, ce serait intéressant que je prenne un cheval maintenant, mais je vais faire exprès de prendre un cheval vu de face. Vous pouvez prendre d'autres choses qu'un cheval, une chèvre ou n'importe quoi. Ça marche. Cheval vu de face, au niveau de la licence, on va tenter du domaine public. J'aimerais qu'il soit vu quand même en entier. Voilà, ça paraît bien. OK. OK, c'est bien. Bon, je vous montre, vous allez tester après éventuellement. Oui. Je vais refaire la même chose en fait, hein. Donc je vais dans Photoshop, j'ouvre l'image du cheval. Voilà, je vais demander sélection sujet, vous allez voir ce qui va se passer. Il a pris les deux. Ah ah. Parce qu'il y en avait deux. Sélection désélectionnée. Je vais utiliser l'outil de sélection de sujet dans ce cas-là. Est-ce qu'il va les trouver? Parce que c'est pas toujours évident. Oui, il trouve bien qu'il y en a un ou l'autre. Parfait. Donc je clique sur celui de devant et voilà ma sélection. Et dans la palette des tracés, je demande convertir en tracé. Voilà, je vais mettre 2, c'est la valeur moyenne, ça va de 0,5 à 10 et 2 est la valeur moyenne. Voilà, donc ça a l'air pas trop mal comme tracé. Je le copie, je le colle dans Illustrator en tant que tracé transparent. OK, voilà. Ah, et là, il y a des trous. Et là, je vais aller mettre une couleur de fond sur l'objet, sur le sujet, là, voilà. OK. Et en effet, les trous sont pas faits. Donc, ce que je vous avais dit tout à l'heure, ce que je t'avais dit, c'était que tu pouvais mettre les trous en blanc. Est-ce que ça va fonctionner? Il en a tenu compte quand il a fait le dessin? OK. Ce qu'il est possible de faire aussi, c'est ceci. Parce qu'il nous a fait plein de tracés transparents. Même chaque trou est un tracé transparent. Transparent, ça veut dire... vous savez ce que c'est un tracé transparent dans Illustrator? Je vous l'avais montré? Non? Ben, je vous montre. Un tracé transparent, c'est ça. Vous avez deux objets, comme ceci par exemple. Voilà. Vous les réunissez en un seul par objet tracé transparent créé. Eh bien, là où ils se superposent, on n'a qu'un seul objet, et là où ça se superpose, ça fait un trou. D'ailleurs, si je fais un objet derrière, une étoile ou quoi, voilà, que je la mets derrière, objet disposition arrière-plan, voilà, on voit bien que c'est un trou. OK. Et avec la flèche blanche plus, j'arrive à cliquer à côté, à cliquer sur le bord d'un des objets et à le bouger, voilà. Là où il se superpose, ça fait un trou. Donc c'est ça un tracé transparent dans Illustrator. Eh bien, donc l'idée, c'est que tous les objets ici qui composent le cheval, et j'entoure tout, voilà, il m'a sélectionné aussi les trous, ben, je vais faire objet, tracé transparent, créer. Bien sûr, ceux qui connaissent bien Illustrator, ils feraient ça par le Pathfinder.
Ça peut marcher aussi, voilà. Et donc, si je prends mon étoile, voilà, c'est des trous. Et à la place d'un groupe avec plein d'objets dedans, j'ai un seul objet composé de plusieurs portions de tracé. Voilà. Et même chose, là où ça se superpose, ça fait des trous. Si je prends la flèche blanche plus et que je prends le bord du trou ici et que je le mets là, voilà. Voilà. Donc ça peut aider pour les objets à trous. Bon, jusque-là, pas de différence par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc, je vais tester le remplissage génératif de la forme, objet remplissage génératif de la forme. Je vais indiquer... si j'indique capybara, ça va être drôle, ça. Allez, testons un capybara comme ça. Je me demande ce qu'il va nous faire. N'importe quoi. Ok, voilà. Des capybaras chevaux. Et après, on viendra dire que l'IA n'est pas créative. Hein. Mais franchement, je lui donne un cheval, je lui demande un capybara, il me fait un hybride. Ok, allez, fini de rire, on met ça de côté. Donc, je recommence. Cette fois-ci, je lui indique bien que je veux un cheval. C'est donc dans remplissage génératif de la forme. Voilà. En français ou une autre langue, ça devrait passer. Au niveau des réglages, je suis en presque maximum. Là. Je vais me mettre en détail moyen. Généré. Donc, c'est bien un cheval. Attention, vérifiez dans référence stylistique. Oui, on l'a bien désactivé tout à l'heure. Généré. OK. Je vais dupliquer une fois, deux fois. Celui-là, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et voilà les trois propositions. OK. Est-ce que ça correspond à la photo que j'avais sur le web, là? Pas trop. Hein. Au niveau de la tête n'est pas positionnée de la même manière. Vous voyez, là, il regarde plutôt un peu vers la droite, alors qu'ici, il regarde un peu vers la gauche. Je parle vers sa gauche hein, et vers sa droite. OK. Donc, l'idée, c'est de partir, au lieu de partir d'une silhouette, c'est de partir d'une vectorisation de l'image. Donc, ceci, vous ne le faites pas, je vous montre juste ce qui sera fait. C'est que on ne va pas s'occuper du tracé. Dans la palette des tracés, je vais cliquer sous la vignette, je vais refaire une sélection du sujet. Voilà. Et ce qu'on fera, on va commencer par ça la fois prochaine, dans la palette des calques, on va, pendant que la sélection là est active, on va cliquer sur l'icône du masque de fusion, donc ça fait un masque, donc le décor autour du cheval disparaît. On va enregistrer le fichier, je vais l'appeler cheval seul, cheval sans décor, voilà. Voilà. Dans Illustrator, je ferai fichier importer, parce que c'est une image pixel et je suis dans un logiciel vectoriel, donc il faut que j'importe. On ira chercher l'image sans l'option lier cochée. On fera appuyer, bouger. Voilà. Je vais déjà tester si le... Eh bien non, la génération des vecteurs ou le remplissage génératif ne fonctionne pas parce que ce ne sont pas des vecteurs. Donc, je suis obligé de vectoriser cette image avec le menu fenêtre, vectorisation l'image, en sélectionnant l'image, vectoriser, en indiquant que je vectorise en couleur. Voilà.
Voilà. En indiquant que le blanc autour, mais c'est même pas important ici, que le blanc autour, c'est de la transparence. Voilà. Donc ça se voit hein, que c'est de la transparence puisque vous avez un fond gris dans le calque d'en bas. Mais même hein, là, si je fais un objet que je mets à l'arrière-plan et que je bouge, on voit bien que c'est de la transparence autour du cheval. Oui, il faut arriver à le prendre. OK. Oui. Voilà. OK. Donc l'idée ici, ce sera de demander, après avoir décomposé la vectorisation par objet vectorisation de l'image décomposée, pour que les vecteurs soient accessibles, voilà, c'est de demander objet, remplissage génératif de la forme, cheval, pas de référence stylistique générée, et là, il devrait être plus fidèle à la photo, au niveau du positionnement de la tête notamment. Donc ne vous en faites pas, ça, c'est assez complexe relativement. On fera ça à l'aise la prochaine fois. Voilà, donc si je fais ça, ça, qu'est-ce que ça dit? Par rapport à ce qu'il a fait avant, il ne m'a pas fait trop de différence. Vous avez vu, tout à l'heure, pour le sanglier, il m'avait fait une bonne différence, mais là, que ceci dit, si, quand même, quand je vois ce qu'il m'avait fait avant, ça ressemble à Brigitte Bardot, ça. Ça, c'est Amy Winehouse. Là, c'est Kurt Cobain. OK. Par rapport à avant, le même niveau, ça ressemble plus à... On voit qu'il s'est servi un plus de la photo, en fait. Voilà, il s'est quand même servi plus de la photo pour générer les choses. Oui. Les crinières aussi, c'est dingue. Les crinières sont bien différentes, là, parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire, tandis qu'avec la vectorisation qui est là toujours derrière, voilà, vectorisation avec beaucoup de couleurs, donc c'est vraiment pourri. Normalement, on ne fait pas le genre de choses, mais pour la démonstration ici, pour le remplissage génératif, j'ai fait un truc qui ressemble à une photo, mais normalement, quand on vectorise, on fait avec beaucoup moins de couleurs, on fait en sorte que ça ressemble plus à du graphisme. Là, ça ressemble à une mauvaise photo, en fait. Mais c'est des vecteurs. Comme on dit grec, c'est des vecteurs. Et donc, il a réussi à les utiliser. Bon, ben voilà, vous aurez vraiment la possibilité de générer des choses bien. Et alors, on verra aussi qu'avec le crayon, je peux dessiner un simili cheval, par exemple. Voilà. Voilà. C'est un cheval. Bon, le crayon m'a un peu foiré il m'a un peu foiré le museau, mais bon. Voilà, on peut essayer de modifier. Il faut prendre normalement, évidemment, un modèle pour faire ça. Et puis, il faut utiliser une tablette graphique. Bon, là, c'est un peu foireux. Mais bon, disons que c'est un cheval, vous voyez. Voilà. Ça marche aussi, le remplissage génératif, au départ d'un truc naïf comme ça. Je lui demande de générer un cheval, et il va faire un cheval qui va rentrer dans cette forme-là. Ça n'avait pas. Voilà. C'est pas joli, ça? C'est dingue, hein? Au départ d'un dessin foireux, quand c'est rempli, ça devient tout de suite plus sympa. Donc 3 versions, pourquoi pas. Voilà, voilà, au départ de ce dessin pourri ici. Très intéressant. C'est là que ce serait peut-être intéressant de lui demander aussi, dans le remplissage génératif, de moins être précis par rapport à la forme de départ.
Après, on met un fond, on met du texte, ça peut faire des bannières, ça peut faire des communications. Pour vous, ça peut être intéressant, ce genre de choses. OK. Là, il a été un peu moins fidèle à la forme de départ. Par rapport au premier. Ici, j'ai diminué la fidélité par rapport à la forme de départ. Voilà. Et donc, il a pris des libertés. OK. Donc, comme ça, vous avez déjà une idée de ce qu'on verra. Il y a plein de choses à voir. Je me focalise sur les choses les plus intéressantes. Il y a énormément de choses à voir. Mais on a peu de temps, donc je vais me focaliser sur ce qui est le plus créatif et qui peut le plus servir pour des communications.